Bonsoir, bienvenue à vous en direct. Votre émission pour aller plus loin ce soir sur l'urgence migratoire. L'Italie tire la sonnette d'alarme et somme ses voisins de réagir. L'Europe encore débordée. Quelle est sur ce sujet sensible la vision et la politique d'Emmanuel Macron? La situation est tendue aussi à Paris. Alors quelle solution pour le quartier en particulier de la Porte de la Chapelle? Sur tous ces aspects, le débat avec de nombreux invités en notre compagnie. Comment va se structurer l'opposition à droite de l'échiquier politique? Il y a bien sûr les Républicains et puis le Front National. Marine Le Pen avait promis d'être la première des opposantes, mais c'est Jean-Luc Mélenchon qui s'impose et s'oppose face à l'exécutif. Sur ce paysage, le match des idées, avec tout à l'heure Olivier Babot de la Fondation Concorde et Jean Birenbaum, directeur du Monde des Livres. Enfin, l'entretien, mon invité a eu plusieurs vies. Il a été Premier ministre du Bénin, banquier d'affaires, plume de responsable politique français, essayiste aussi. Lionel Zinsou est aujourd'hui le tout nouveau président du think tank Terra Nova. Le grand entretien, c'est tout à l'heure. Voilà donc pour le programme. Merci de nous suivre, le hashtag OVPL pour vos réactions et vos questions. Et avant notre premier débat, voici le tour d'horizon de l'actualité du jour. Le gouvernement a promis d'en faire une priorité. Le ministre de la Transition écologique s'est donc exécuté en présentant son plan climat. Nicolas Hulot a détaillé 6 axes et 23 mesures avec un objectif, atteindre la neutralité carbone en 2050. Pour y parvenir, le gouvernement entend fermer toutes les centrales à charbon d'ici la fin du quinquennat, mais c'est surtout sur le plan des transports que l'accent est mis. Avec en mesure phare l'arrêt des ventes de voitures essence et diesel d'ici 2040. D'ici là, des mesures incitatives seront mises en place pour favoriser les véhicules les moins polluants. Environnement. Sur les annonces, effectivement, c'est bien d'avoir des objectifs ambitieux, comme de prévoir qu'il n'y aura plus de véhicules diesel ou essence à horizon 2040. Mais ensuite, il faut être en capacité d'atteindre ces objectifs. Sur ce sujet, par exemple, on sait très bien qu'il y a un problème aujourd'hui d'autonomie des véhicules électriques. Donc ça nécessite de faire des gros progrès en matière d'évolution des technologies, en matière industrielle. Ça nécessite aussi de prendre des mesures qui incitent les usagers à changer leurs habitudes. Donc au-delà des objectifs, après, il faut voir comment on met en place des mesures qui permettent d'atteindre ces objectifs. Terrorisme. 2 jours après le Sénat, l'Assemblée nationale a validé à une large majorité la prorogation de l'état d'urgence en vigueur depuis novembre 2015. Cette 6e et dernière prolongation sera ensuite remplacée par la transposition en droit commun de certaines de ces mesures. Un vote salué par le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Il est bon que nous ayons montré, même dans une certaine diversité, que nous étions unis pour affronter ce péril et que nous dirions toujours non au terrorisme et oui à l'unité de la nation. Économie. Instauré par Nicolas Sarkozy puis supprimé sous François Hollande, le jour de carence dans la fonction publique va revenir en vigueur dès 2018. Le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin l'a confirmé, respectant une promesse de campagne du président Macron. Les fonctionnaires en arrêt maladie auront donc une journée non payée, une mesure qui fera économiser 170 millions d'euros à l'État. Pas sûr en revanche qu'elle soit appréciée par les principaux intéressés, qui se sont déjà vus annoncer le gel du point d'indice et la suppression de 120 000 fonctionnaires durant le quinquennat. Économie. Il y aura en vérité un exercice de maîtrise des dépenses publiques. Il faut se fixer comme objectif qu'en 2018, les dépenses publiques seront stables. Il n'y aura pas plus de dépenses en 2018 qu'il n'y en a eu en 2017. Ça a l'air très simple de le formuler comme ça. En vérité, c'est un exercice de maîtrise des dépenses que la France n'a jamais réalisé. Jamais. La richesse nationale augmentera, et donc la part des dépenses dans la richesse nationale diminuera. Une question de règle de 3, mais il faut se fixer comme objectif que les dépenses publiques n'augmentent pas et restent stables en 2018 par rapport à 2017. En France. Pouvez-vous nous garantir que les dotations de l'État seront maintenues pour les communes qui conservent une organisation du temps scolaire plus propice aux apprentissages et des activités périscolaires intégrées? Le fonds de soutien continuera à exister l'année prochaine pour ce qui concerne les communes qui sont à 4 jours et demi, ce qui prouve d'ailleurs
que je n'incite personne à passer à 4 jours, mais que nous sommes d'un pragmatisme d'airain sur cette question. Merci. Dans l'actualité, l'Europe face au défi à l'urgence migratoire, l'Italie tire la sonnette d'alarme et appelle les autres pays à agir et à réagir. L'Europe, une nouvelle fois débordée. Alors un plan a malgré tout été annoncé ce soir. Quelle est malgré tout cela la vision et quelle sera la politique d'Emmanuel Macron sur ce sujet sensible? On parlera également de la situation à Paris avec le quartier de la Porte de la Chapelle qui devrait être évacué bientôt. Sur tous ces aspects, le débat avec nos invités ce soir. Nicole Fontaine, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous avez été président du Parlement européen. Vous militez pour une Europe des citoyens. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier en date qui s'intitule Brexit, une chance? Point d'interrogation. Repenser l'Europe. Voilà. Le journaliste italien Alberto Toscano nous accompagne. Bonsoir. Buonasera. Vous écrivez notamment, Alberto, pour le magazine Historia. Merci d'être avec nous. Florent Guéguen, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de l'AFNAR, c'est la Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale. Et Jean-Sébastien Ferjouila, bonsoir. Bonsoir. Directeur de la publication du site Atlantico. Avant d'entrer dans le vif de notre débat, Madame, Messieurs, je vous propose de revenir sur cet appel de la part de l'Italie qui a été réitéré aujourd'hui lors de la réunion des ministres de l'Intérieur à Rome. On voit tout cela avec Jérôme Rabier. Face aux menaces de l'Italie de fermer ses ports aux bateaux chargés de migrants, l'Europe a accepté de réagir collectivement. Les ministres de l'Intérieur des 28, réunis à Tallinn en Estonie, ont arrêté un certain nombre de mesures visant à apaiser la situation. L'UE s'engage à accroître les engagements pris avec la Libye, pays déchiré d'où partent la quasi-totalité des migrants qui tentent la périlleuse traversée. Les ministres de l'Intérieur ont également salué l'initiative italienne visant à instaurer un code de bonne conduite des ONG intervenant en Méditerranée, avec pour objectif de mieux coordonner les secours mais aussi mieux contrôler l'action des associations humanitaires. Enfin, les 28 se sont entendus pour atteindre des résultats en matière de retour des migrants n'obtenant pas le statut de réfugiés en Europe. En revanche, l'idée d'une répartition des migrants arrivés en Europe, 100 000 depuis le début de l'année, dont 85 000 pour la seule péninsule italienne, a elle été rejetée aux grandes dames des Italiens. Face à l'afflux des réfugiés et avant la saison estivale propice aux traversées, l'Europe a donc voulu montrer son unité et ne pas laisser l'Italie seule face à un phénomène qui concerne l'ensemble du continent européen. Alors on va parler de ce plan ce soir, mais Alberto Toscano, c'est vraiment un cri d'alarme, un appel qui a été lancé par l'Italie, qui a quand même menacé de fermer ses ports aux bateaux étrangers il y a quelques jours. Voilà, ce type de menace n'est pas explicite pour l'instant, mais elle est implicite. Le problème est très simple, l'Italie est actuellement vraiment en crise face à cette vague migratoire, qui plus est totalement désordonnée. Parce que c'est 85 000 personnes qui sont arrivées en Italie entre le 1er janvier et le 5 juillet, 18,5% plus que l'année dernière à la même période. Cette vague est totalement ingérable par l'Italie toute seule. Alors l'Italie demande deux choses, plus de contrôle sur les bateaux des ONG. Il faut remarquer que le 34% de ceux qui arrivent sur des bateaux des ONG. Et ces ONG vont parfois un peu au-delà des eaux internationales. Il paraît qu'il entre aussi dans les eaux territoriales libyennes. Il faut faire en sorte qu'il y ait un contrôle sur ce bateau. Et l'autre chose fondamentale que l'Italie demande à l'Europe et sur laquelle la réponse a été négative aujourd'hui, mais la négociation va continuer, est que ces bateaux, entre autres les bateaux des ONG, puissent arriver à des ports d'autres pays que l'Italie, par exemple à Marseille, par exemple à Barcelone. Il est inconcevable que l'Italie, à elle toute seule, soit obligée de gérer une situation si compliquée. Alors, oui, l'Europe existe ou l'Europe n'existe pas. Si l'Europe n'existe pas, il faut le dire. En tout cas, c'est un vrai cri que vous relayez ici. Florent Guéguen, est-ce que vous êtes d'accord pour dire, comme on le voit en Italie, surtout en Italie, mais aussi en Grèce, qu'on est à un moment paroxystique aujourd'hui ? En tout cas, il manque une solidarité des pays de l'Union européenne sur l'accueil de ces populations, parce qu'effectivement, il y a des phénomènes de concentration d'arrivée sur certains pays.
alors même qu'on sait bien que si on pouvait répartir cet accueil de manière équilibrée sur l'ensemble du continent, les choses sont très très gérables, et sur un plan social, et sur un plan économique, et sur un plan politique. Donc c'est bien un problème de solidarité de l'Union européenne, notamment de la partie Est de l'Europe, mais aussi de la situation française, dont on va parler tout à l'heure, qui fait qu'il y a un goulot d'étranglement en Grèce et en Italie. Est-ce que c'est une hypocrisie européenne aujourd'hui, Jean-Sébastien Ferjaux, de faire peser sur l'Italie, mais aussi la Grèce, ce problème-là aujourd'hui ? Oui, je crois qu'il y a bien sûr une hypocrisie européenne, parce qu'il y a des plans déjà de répartition des migrants qui ont été décidés dans le passé et qui n'ont absolument pas été respectés. Même dans les décisions qui ont été annoncées aujourd'hui par le Conseil des ministres de l'Intérieur européen, on voit qu'il y a encore une grande hypocrisie. Il y a 46 millions d'euros qui sont débloqués pour aider les gardes-côtes libyens. On sait parfaitement que les gardes-côtes libyens sont partie intégrante du problème. Ça ne fonctionne pas comme dans un État normal. Autant l'accord passé avec la Turquie a fonctionné et a effectivement permis d'endiguer les flux qui arrivaient en Grèce, autant ça n'est pas le cas dans ceux qui arrivent en Italie depuis les côtes libyennes. Après, il y a une aide qui a été débloquée, 35 millions d'euros si je me souviens bien pour l'Italie, mais c'est vraiment histoire de dire qu'on fait quelque chose, car personne ne veut rien faire. Et l'Europe se retrouve confrontée face à ces contradictions. Elle a un discours théorique qui est celui des solidarités, et puis elle a une réalité qui reflète un peu ce que disait Bill Gates aujourd'hui dans une interview à un journal allemand. Il disait mais il faut que l'Europe arrête de se montrer généreuse vis-à-vis des migrants parce qu'elle n'arrivera jamais à gérer ce problème-là. Donc il faut se poser la question. Il ne suffit pas de se dire on s'en lave les mains et puis on ferme les yeux et on évacue le programme et on le problème et on le laisse aux Africains notamment. Mais la manière dont ça a été géré, et notamment par l'Allemagne, en tout cas c'est ce que disait Bill Gates aujourd'hui, ça ne fait que créer des appels d'air. Il a été plus loin. Il a même dit qu'il y avait un risque, si on le traduit, de dilution en fait de l'Europe avec ces flux migratoires. Il va loin. Quelqu'un d'autre aurait dit de submersion, effectivement. Et je pense que les Européens sont très hypocrites par rapport à ça parce qu'on a une espèce de culpabilité liée à notre histoire, donc de culpabilité liée à la colonisation. Bref, il y a un moment, il faudra qu'on arrive à en sortir parce que quels que soient les crimes qu'on a pu commettre dans le passé, ça n'est absolument pas une boussole pour nous guider vers le futur et surtout, ça n'aide pas les pays concernés. Donc Bill Gates, par ailleurs, dans la même interview, disait mais il faut aider les pays d'origine et il rendait hommage pour le coup à Angela Merkel sur le fait que l'Allemagne se soit engagée à dépenser 0,7% de son PIB en aide. Après, on peut aussi regarder ce que font les Chinois, par exemple. Les Chinois, ils font du business avec l'Afrique. Oui. Justement, mais du business, c'est pas de l'aide. Et précisément, ça sort totalement de la mentalité européenne. On ne peut pas s'empêcher de penser à l'Afrique ou aux pays en crise qui nous entourent comme des pays dépendants de nous d'une manière ou d'une autre. Vision globale. Nicole Fontaine, déjà, entre Florent Guéguen et Jean-Sébastien Ferjaux, il y a deux visions. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de votre côté, évidemment, la vision de la solidarité, mais elle est représentée là, et puis une vision beaucoup plus pragmatique, peut-on dire, ou en tous les cas différente. Oui. Laquelle vous épousez? Où est la vérité entre les deux? Au milieu? Je n'ai pas la prétention de détenir la vérité. Je dirais seulement que je serais peut-être un peu moins sévère que vous, parce que j'ai quand même l'impression que les choses bougent. C'est vrai qu'il y a eu une gestion calamiteuse de la crise migratoire tout au long de ces derniers mois, qui a fait d'ailleurs très très mal à l'Europe. Je crois que l'image de l'Europe en a été profondément ternie. Bon, ça c'est le passé. Alors aujourd'hui, il y a une feuille de route qui commence à se dessiner avec un certain nombre de principes qui prévalent il faut quand même bien le dire, sous l'influence de l'axe franco-allemand qui est actuellement en train de se reformer. La générosité, c'est-à-dire qu'on accueille les réfugiés politiques, et ça c'est conforme aux valeurs de l'Union européenne. La solidarité. Et je crois que ça a été très apprécié, la remontrance, musclée d'Emmanuel Macron à l'égard des pays qui refusent la relocalisation. Ils n'ont pas changé de position depuis cette remontrance. Oui, c'est vrai. Il y a les mots et puis il y a les actions, ils n'ont pas changé de position. Ils répondent autre chose, les pays en question. On le voit, Donald Trump était en Pologne aujourd'hui, ils répondent autre chose. Ils répondent, vous essayez, c'est pas juste les migrants qu'on refuse, c'est pas juste la solidarité, c'est vous essayez de nous imposer un modèle multiculturel, c'est celui de l'Europe de l'Ouest, ça n'est pas celui du reste de l'Europe. Donc après, on fait partie d'une union, on décide qu'on vit ensemble. Oui, je suis d'accord avec vous, il faudra bien un moment tranché. Il faudra bien un moment tranché. Absolument, tout à fait. Et puis aussi, alors là, je pense qu'il y a certainement quelque chose que l'Italie demande à juste titre, c'est la révision du règlement de Dublin. Parce que c'est quand même pas normal d'avoir un règlement qui prévoit que la charge des demandeurs reste sur le premier pays d'arrivée. Voilà une modification. Alors pourquoi l'Europe n'avance pas sur ce point? Et vous avez insisté. Ça avance.
les uns et les autres, vous avez dit la nécessité d'être, je dirais, pas plus sévère, mais enfin, à l'égard des émigrés économiques. Et cela, il faut les reconduire à la frontière, mais avec une politique de coopération avec les pays concernés et une politique de développement très ambitieuse. Et ça, c'est une feuille de route. Ça, on l'entend depuis des années, Nicole Fontaine. On aimerait tellement que cette politique de co-développement, vraiment... Je crois qu'il y a une volonté aujourd'hui. Les Chinois le font. Je crois qu'il y a une volonté. Sans justement être dans l'aide. Quand vous entendez ce genre de discours, qu'est-ce que vous vivez dans votre pays? Étaient enthousiastes d'Emmanuel Macron et ils ont été très déçus par la politique d'Emmanuel Macron à ce sujet. Bon, attendez, il vient à peine d'arriver. Quand même, il a pris une position sur la question du refus des immigrés économiques qui pose un problème à l'Italie. Parce que l'Italie reçoit tous ces immigrés. Et elle ne sait pas qui sont économiques et qui non. Donc, cette vague arrive seulement en Italie. Et ensuite, on discute. La position française est 80% sont immigrés économiques, 20% sont réfugiés. Donc l'Europe doit diviser sur son sol de 28, de 27, seulement les réfugiés. Mais ces 80%, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils arrivent en Italie. Ils sont privés, on les prive de liberté. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Alors, tout ce point d'interrogation qui est énorme, de gérer cette vague de centaines de milliers, parce qu'aujourd'hui, seulement sur 6 mois, c'est 85 000. Alors, il y a ceux de l'année dernière, cette vague énorme, qui a 80% immigrés dits économiques en plus, et c'est difficile de faire le tri là, hein, revient pratiquement seulement sur 2 pays, la Grèce et l'Italie. Et alors, l'Italie, qu'est-ce qu'elle peut renvoyer ces personnes en Afrique ou dans d'autres pays, à elle toute seule? Ce problème de la gestion, on ne peut pas évacuer le problème, résoudre le problème en disant 80% sont des immigrés économiques, donc c'est votre problème, et moi je fais un mur à Ventimille. Non, c'est pas possible. Dans sa complexité, ce problème qui regarde, en plus il y a des nuances, politique, économique, chaque situation est différente de l'autre. Alors, cette situation avec toute sa complexité doit être gérée par l'Europe tout entière, pas laissée seulement au pays qui fait le premier accueil. Par exemple, madame, le fait que les bateaux qui transportent ces personnes puissent arriver aussi à Marseille et à Barcelone, et pas tous forcément en Italie. Oui, tout à fait. La proposition... Pour le moment, ces propositions-là ne sont pas du tout compris dans le plan qui a été présenté. Il y a 2 problèmes de nature assez différentes si on regarde la crise qui se déroule à l'heure actuelle. Il y a le problème du pays de départ. On le voit bien, regardez, l'Espagne, elle est beaucoup plus proche, le détroit de Gibraltar, c'est beaucoup plus court à traverser que la Méditerranée entre l'Italie et la Sicile, même s'il y a des îles italiennes comme Lampedusa qui sont pas si éloigné que ça. C'est la Libye qui pose problème. Donc c'est la politique européenne vis-à-vis de la Libye qui pose problème, et c'est notre espèce d'hypocrisie, j'en parlais tout à l'heure, d'aveuglement sur les gardes frontières. Après, il y a un problème spécifiquement italien. Il y a un procureur sicilien, Carlo Zuccaro, si je me souviens bien, de Catane, qui vient d'ouvrir une enquête parce qu'il dit que les ONG italiennes sont manifestement financées par la mafia italienne, parce que personne ne s'explique les millions avec les moyens qu'elle déploie pour aller chercher les migrants justement jusque dans les eaux territoriales libyennes et pour les amener, parce que derrière ils récupèrent les aides européennes. Donc il y a un problème spécifiquement italien aussi. Et après, il y a le deuxième problème qui est comment l'Europe de même. Non, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on a géré le problème vis-à-vis de la Turquie. Il y a eu un accord avec la Turquie, ça a plus ou moins interrompu les flux. C'est géré avec le Maroc et l'Algérie. Rappelez comment le problème a été, comme vous dites, géré avec la Turquie. La Turquie retient, en fait, tout simplement. Parce qu'il y a eu un accord financier et un accord politique. Maintenant, il y a un autre problème beaucoup plus vaste que celui de la Libye et de la relation des passages entre la Libye et l'Italie, qui est celui de la manière dont l'Europe se positionne vis-à-vis de ce de ce décalage démographique. On va justement parler de l'Europe et de la France. Africain. Un mot sur la France quand même. On va écouter ce qu'en disaient Florent Guéguen et Nicole Fontaine. Emmanuel Macron, déjà pendant la campagne et pendant l'entre-deux-tours. Sur ce sujet, c'est toujours sensible. Enfin, je souhaite qu'au niveau européen, nous ayons une discussion engagée dès le début du quinquennat avec les pays d'origine et les pays tiers pour permettre des reconduites efficaces à la frontière. Quand quelqu'un arrive, est en situation illégale, qu'on ne lui reconnaît pas l'autorisation d'avoir un titre, ni le regroupement familial, ni l'autorisation d'être là pour des raisons économiques, ou ni la reconnaissance de la situation justement d'asile, de réfugié politique. À ce moment-là, on doit pouvoir le reconduire dans son pays d'origine.
Florent Guéguen, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes le directeur général de la FNARS. Est-ce que ces associations de solidarité, aujourd'hui de réinsertion, est-ce qu'elles ont identifié, puisque vous travaillez directement avec les politiques publiques, est-ce que vous avez identifié aujourd'hui la vision, la politique de l'exécutif dans ce domaine ? Écoutez, pour l'instant, ce qu'on observe sur le terrain, c'est un durcissement des politiques, je dirais, qui, avec une répression, alors notamment qui s'est durcie sur le Calaisis, mais aussi dans la capitale, avec moi ce que nous considérons être des exactions et une violation du droit. Des exactions Oui, c'est d'ailleurs ce que dit Jacques Toubon, le défenseur des droits. C'est-à-dire qu'à Calais, le ministre de l'Intérieur a quand même demandé à la police d'empêcher les associations de distribuer de l'eau, de l'alimentation, à un moment où il faisait 40 degrés. Enfin, je veux dire, c'est inadmissible. Mais dans quelle société sommes-nous, quoi ? Il y a 500 personnes à Calais. Alors, moi, je comprends le discours qui tente à dire attention, il ne faut pas recréer une jungle. Nos demandes, elles étaient petites. C'est assurer une alimentation, l'accès à l'eau, le droit de se laver et de se soigner aux personnes qui sont présentes, y compris d'ailleurs des familles et des mineurs qui sont clairement en danger. Et puis au-delà, assurer un système d'orientation vers des hébergements en dehors du Calaisis, comme ça a été fait d'ailleurs au moment où la jungle a été évacuée et où l'État a su, à ce moment-là, orienter près de 7000 personnes vers des places d'hébergement, des CAO, France entière. Donc quand l'État s'engage, assume, avec les collectivités locales, les préfets, ouvre des centres d'accueil, ça marche, on sait faire. C'est une question de volonté politique et d'assumer une politique. Et honnêtement, ce qui se passe à Calais et dans une certaine mesure à Paris est pas au niveau de ce que nous sommes, quoi. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je pense qu'il faut aussi essayer de renégocier les accords du Touquet. Bien sûr, alors... Essayez. Parce que nous sommes les gardes-frontières de Bretagne. Mais parce qu'attendez, ces réfugiés, ils veulent aller en Angleterre. C'est ça le problème. C'est ça. C'est pas leur rendre service. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur tout ce que vous avez dit sur le plan humanitaire. Et c'est une honte qu'on les traite comme ça. Mais c'est pas leur rendre service que de les garder là. Il faut absolument qu'on trouve un bon accord. Et je pense que dans le cadre des négociations sur le Brexit, bon, Madame May est quand même en train de mettre... si vous me permettez, un peu d'eau dans son vin, malgré tout. Il y a aussi le problème... Vous pensez qu'il y a un moyen, j'allais dire, de pression, en tous les cas, mais d'intégrer ce point essentiel des accords du Touquet dans les négociations du Brexit C'est en train d'être fait, peut-être que vous avez des informations sur ce sujet, Nicolas. Disons que ce sont des choses qui sont en cours. Il est clair que la majorité des personnes qui sont dans le Calaisis sont là parce qu'ils veulent passer en Angleterre. Mais ensuite, on s'est rendu compte, après l'évacuation de la jungle de Calais, qu'une majorité des personnes qui ont été orientées dans un hébergement ont ensuite accepté de demander l'asile en France. Et d'ailleurs, une majorité ont obtenu l'asile en France. Donc, les choses bougent et ne sont pas immuables. Vous avez raison d'insister surtout vous, monsieur, sur le fait que les accords de Dublin, ça ne marche pas. Honnêtement, aujourd'hui, comment on peut considérer qu'on va transférer des personnes qui sont aujourd'hui sur le territoire national et qui viennent de l'Italie, qui sont entrés dans l'Union européenne par l'Italie ou par la Grèce, qu'on va les renvoyer en Italie ou en Grèce? Enfin, honnêtement, personne n'y croit. Et d'une certaine manière, on parlait d'hypocrisie tout à l'heure, mais quand le président de la République dit finalement les migrants politiques on les garde, les migrants économiques on les renvoie, dans les faits, ça ne se fait pas et ça ne peut pas se faire de manière massive. Ça peut se faire sur certaines situations, mais ça ne peut pas se faire de manière massive pour plein de raisons. Parce que s'agissant des Dublinés, ils ne seront pas renvoyés dans les pays du Sud, que s'agissant des personnes déboutées du droit d'asile, beaucoup de pays qu'ils ont fui ne veulent pas entre guillemets, récupérer leurs ressortissants, et qu'en plus, la durée de la procédure d'asile est telle que les familles qui sont là s'intègrent dans la société française, les enfants sont scolarisés, etc. D'ailleurs, souvent, ça se passe bien. Et in fine, ces familles seront régularisées, sauf qu'il faut attendre des années de pauvreté, de précarité, ce qui coûte d'ailleurs à l'État, parce que pendant qu'on ne régularise pas ces familles au titre d'une politique, d'une sorte de réelle politique, ça coûte à l'État qui les héberge, ça coûte à l'État puisque ces gens finalement ont l'interdiction de travailler, ne peuvent pas se loger.
et finalement repose sur l'assistance. Oui, parce qu'ils sont dans une situation qui est irrégulière aussi, Florent Guéguen. Un débouté du droit d'asile est dans une situation irrégulière. Donc on peut comprendre nous aussi pensons que finalement c'est le pragmatisme que de dire qu'il y a un certain nombre de personnes qui devraient être régularisées. Alors c'est sûr que c'est pas politiquement correct en ce moment de le dire. C'est pas ce que vous entendez ni ce que vous ressentez. Oui. Juste, on va écouter, parce que je suppose aussi que vous visez le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Est-ce qu'il y a presque une répartition des rôles? Parce qu'il y a quelques semaines, lors du Conseil européen, Emmanuel Macron a beaucoup parlé de générosité et de solidarité, tandis que son ministre de l'Intérieur, qui était dans le Calaisis, a parlé beaucoup de fermeté. On l'écoute. Nous ne voulons pas qu'il y ait de point de fixation qui ferait qu'à long terme, on retrouverait 7000 personnes qui soient installées ici, ce qui est totalement insupportable, qui, comme vous le savez, n'est bien ni pour les migrants, ni pour les habitants de Calais, ni pour la vie économique. Jean-Sébastien Ferjou, est-ce qu'il y a une répartition des rôles, oui, j'allais dire presque de manière binaire et simple, bad cop, good cop, sur ce sujet qui est si sensible? Il ne faudrait pas qu'il y ait deux lignes. Mais est-ce que vous sentez qu'il y a deux lignes aujourd'hui? Il faudrait pas. Y a-t-il moyen que ce soit vraiment différemment? Oui, je pense que d'un point de vue politique, il y a effectivement une répartition des rôles. Emmanuel Macron garde plutôt le beau rôle, notamment vis-à-vis de l'extérieur, en incarnant ce président nouveau, plus généreux peut-être que d'autres. Et la réalité, où on y revient toujours, on ne peut pas ignorer l'effet d'appel d'air que ça crée. Donc moi, je pense qu'il est très important qu'il y ait des gens comme vous, qu'il y ait des gens comme les associations musulmanes, catholiques ou parfaitement laïques qui œuvrent à l'heure actuelle, portent la chapelle. Non, mais ce sont souvent des associations religieuses, mine de rien, qui œuvrent porte de la chapelle. Il est normal que Jacques Toubon soit dans son rôle de défenseur des droits et il est normal aussi qu'il y ait un ministre de l'Intérieur qui essaye de maintenir l'ordre public. On est en démocratie, il n'y a pas de solution parfaite. Les solutions parfaites sur des défis humains comme celui-là, ça ne relève que de régimes totalitaires. Donc on va être obligé de vivre pendant des années dans l'inconfort intellectuel et moral. On ne peut pas juste être dans le rôle de la générosité, parce que j'entends bien quand vous êtes confronté à des êtres humains, évidemment qu'on a envie de les aider, évidemment qu'on peut voir des modèles de réussite et d'intégration, ça existe. Mais en même temps, on est bien obligé de constater aussi qu'en Europe, il y a un certain nombre de majorités dans les pays européens qui ne sont pas en faveur de l'accueil des migrants parce qu'ils considèrent que leur identité, ou pas seulement leur identité, mais que leur développement économique est déjà suffisamment mis en péril et en plus ça pèse plus particulièrement sur certaines zones et sur certaines catégories de population. Donc il faut gérer ces deux choses-là et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il n'y a pas résistant à la tentation de prétendre qu'il y a des solutions parfaite, ni sur le terrain moral, ni sur le terrain de l'ordre public. Nous ne cherchons pas la perfection, nous cherchons une solution humaine et pragmatique. Albert Toscano. Il n'y a certainement pas. Encore faut-il considérer qu'il y a des possibilités de faire en sorte que la situation ne devienne pas de pire en pire. Et là, il y a des choix à faire. Un choix fondamental, à mon sens, est de résoudre la question libyenne. Parce que la Libye, tout ça a commencé par une guerre, à mon sens, totalement absurde. Qui a été faite en Libye, qui a été d'ailleurs votée à une écrasante majorité par l'Assemblée nationale française et qui a eu des conséquences catastrophiques, absolument catastrophiques. La déstabilisation de la Libye a ouvert la vague. Mais maintenant, elle est faite de toute façon, donc il faut de regarder vers l'avenir. Oui, d'accord. Nous, on a les mêmes pays qui ont déstabilisé la Libye. Vous voulez dire qu'il y a une responsabilité française, britannique, parce que d'avoir déstabilisé le pays, entendu, certainement, tout d'abord française et britannique, mais aussi d'autres pays, Italie comprise, Allemagne comprise, États-Unis compris. Donc, il faut faire en sorte de trouver une solution politique. Et la solution politique a été européenne. Elle est européenne, bien sûr. Et d'ailleurs, dans le cadre de l'ONU, mais il y a une reconnaissance de l'ONU à un gouvernement libyen qui n'a pas le pouvoir sur l'ensemble du territoire. Donc, on a tous les moyens pour faire en sorte que la Libye soit stabilisée dans la clé politique. Un territoire qui est une armurerie, qui est gangréné par des poches où l'État islamique est installé. Voilà l'état de ce pays aujourd'hui. La situation, une Libye déstabilisée comme elle est aujourd'hui est intolérable pour l'Europe, d'ailleurs à plusieurs titres. Pour l'immigration, mais aussi pour d'autres raisons. Terrorisme et tout ce qui va avec. Donc la question libyenne est une priorité absolue pour l'Europe. Et une solution là-dessus doit être absolument trouvée. Et on a les moyens pour l'imposer. Une question sur l'opinion publique. Quand vous voyez comment nous réagissons ici, en France, les citoyens par rapport à des points de fixation, Calais ou d'autres, qu'on va décrire au cœur de Paris, par rapport à une population d'immigrés qui n'est pas très importante, par rapport à ce que vous vivez,
la population italienne. J'ai vu quelques enquêtes qui, malgré tout, restent toujours favorables à l'accueil, à une courte majorité, bien sûr. Il y a quand même des situations très difficiles. Hein. Des cocktails Molotov ont été lancés semaine dernière contre un hôtel où on aurait dû loger des immigrés. La situation est en train de dépasser la ligne rouge en Italie. Hein. Et d'ailleurs, ça risque d'avoir des conséquences sérieuses aux prochaines élections législatives qui auront lieu dans 6 mois. Donc la situation en Italie est difficile. Explosive, non, heureusement. À Vintimille, quels sont les points de... À Vintimille, la situation est absurde dans le sens que la France est arrivée à renvoyer en Italie des immigrés mineurs. Donc ça, c'est contre toute règle. Oui. Qui étaient seuls les mineurs, et vous avez certainement les preuves de ça. Donc la situation, le mur qui est érigé à Vintimille, un mur évidemment entre guillemets, mais c'est quand même un mur, c'est en train de bouleverser, de rendre pire de ce qu'elle était aussi les relations franco-italiennes. Donc où on arrive à trouver le bon sens de chercher des accords et des compromis, en sachant, par exemple, en 1998, il y a eu un bateau, vous vous souvenez plus certainement, qui est arrivé en France d'immigrés. Il y avait 800 immigrés à bord. Il y avait le gouvernement Jospin. Ça a été une crise nationale. Seulement, en une semaine, il y a eu 8000 immigrés qui sont arrivés en Sicile. 8000. Pour 800, pour la France, c'était presque ingérable. Donc, ces immigrés qui arrivent en Italie, ils essaieront d'arriver en France ou en Suisse ou en Allemagne. De toute façon, notre choix est de décider s'ils resteront des clandestins ou si on trouvera une façon de gérer leurs problèmes. Mais ils resteront ici. Et il est extrêmement difficile de les renvoyer dans leur pays d'origine. Extrêmement difficile. Le gouvernement, à l'époque de Sarkozy, la France avait dit on va ramener chacun. Et on sait comment est-ce que c'est terminé. Le maximum, c'était 35 000 par an. Et aujourd'hui, il y a en Europe 200 000 qui arrivent entre l'Italie, la Grèce et d'autres pays. Donc, le problème est de toute façon là. Nous, on doit choisir de l'immédiat s'ils seront clandestins ou ils seront reconnus. Et en perspective, on doit impérativement résoudre la question libyenne. C'est une vaste question et l'un des plus grands défis de cette région méditerranéenne. Même si la Libye n'est pas le seul pays de provenance, en tout cas des demandeurs d'asile en France. Hein. Il y a la Libye, il y a bien sûr la Syrie, mais aussi le Soudan, l'Afghanistan. Et également les pays qui sont menacés par le dérèglement climatique. Et ça, c'est un problème d'une ampleur absolument énorme. Florent Guéguen, vous rencontrez demain le ministre de l'Intérieur avec d'autres associations. Qu'est-ce que vous avez dans votre cahier de doléances? Quelle est la priorité des priorités? Nous avons entendu que le ministre de l'Intérieur allait présenter assez rapidement un plan d'accueil. Donc nous avons des mesures concrètes à demander. D'abord, il faut améliorer le premier accueil des personnes. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un problème au moment où les personnes arrivent, des problèmes humanitaires, je l'ai dit tout à l'heure, accès à l'alimentation, aux soins, etc. Donc là, il faut renforcer les dispositifs. Il y a un problème de capacité d'hébergement. Il y a un peu plus de 80 000 demandeurs d'asile en France chaque année. Le parc de CADA, centre d'accueil pour les demandeurs d'asile, c'est moins de 40 000 places. Bon. Donc le résultat, c'est que les gens, ils sont dans la nature, ils sont dans des campements. C'est pour ça que quand vous dites que l'Europe est généreuse, franchement, quand on voit les conditions de vie des gens à Calais, à Paris, à Lampedusa... Et il ne faut pas que ce soit concentré sur la région Île-de-France. Le sentiment perçu dans les pays de départ était que l'Europe était généreuse. Et penser que ces conditions d'accueil-là créent un effet d'appel, très honnêtement, les conditions de vie des personnes, en tout cas, que nous accompagnons, elles sont souvent désastreuses. Elles sont d'ailleurs souvent contraires au droit. C'est-à-dire que... Oui, mais Florent Guéguen, les autres migrants viennent quand même. Certains savent que les conditions sont déplorables. Comment vous expliquez malgré tout? Parce que les personnes fuient des situations terribles, qu'il y a aussi une sorte d'espoir dans l'Union européenne, dans l'Angleterre. Et donc en Europe, où justement, c'est quand vous résumez la situation, on les maintient comme clandestins ou alors on les régularise. Et il n'y a pas de troisième option, à savoir, on essaie quand même de contrôler nos frontières. Oui. Parce qu'il y a une demande des populations européennes de contrôle des frontières. On peut le tourner dans tous les sens qu'on veut, mais après on peut renoncer à vivre en démocratie si on veut. Mais enfin, il se trouve qu'il y a quand même une majorité
majorité dans la plupart des pays européens de citoyens qui souhaitent contrôler les flux migratoires, qui souhaitent pouvoir contrôler qui vit sur un territoire et dans quelles conditions, parce que c'est même pas juste qui vient, mais c'est dans quelles conditions. On le voit bien qu'il y a des difficultés terribles d'intégration, on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt. Donc c'est un problème politique qui ne se résume pas juste à dire on les régularise tôt ou tard. Et après, je suis d'accord avec vous, on n'est pas très généreux, mais précisément, c'est là où on est obligé d'être dans une situation inconfortable. Parce que il faut qu'il y ait des gens comme vous, je le répète encore une fois, pour que les situations restent tenables et dignes humainement. Mais si on le prend à l'inverse, plus on va loin sur cette dimension-là, et plus malgré tout, ce qui parvient dans les pays de départ, c'est que l'Europe, et encore plus parce que l'Europe est dans cette culpabilité-là, et donc elle se dit on va les intégrer, c'est pas un problème, on est 500 millions sur le continent, donc on peut arriver à intégrer X ou X centaines de milliers de personnes. Ben oui, mais s'ils se rendent compte que finalement on est prêt de céder, eh ben forcément ils vont continuer à venir. Alors que sommes-nous capables d'offrir... Mais bien sûr, mais sommes-nous... La question à se poser, c'est aussi sommes-nous capables d'offrir des conditions de vie décentes à des gens? Regardez l'incendie à Londres dans cette tour, ça renvoie aussi à cette réalité-là. C'est qu'il ne suffit pas de se dire juste pour se donner bonne conscience et se laver les mains, surtout quand on passe ses week-ends à Deauville ou à Megève et qu'on habite dans le 7e arrondissement de Paris en n'étant jamais confronté aux difficultés de l'intégration. Parce que les seuls immigrés. Mais je parle absolument pas. Je parle absolument pas de vous. Je parle absolument pas de vous, monsieur. Je suis bien d'accord. Mais il y a quand même des gens qui raisonnent comme ça parce qu'ils ont envie de se donner bonne conscience et que les seuls immigrés qui sont sous les yeux sont intégrés parce que c'est leur nounou ou que c'est le serveur du restaurant ou parfois d'ailleurs des ingénieurs parce que ça existe aussi bien sûr des histoires de réussite. Mais enfin, il y a aussi tous ceux pour qui ça ne marche pas et il faut le prendre en compte d'un point de vue politique. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même une prise de conscience. C'est déjà ça. Et voire même une volonté politique. Je vois par exemple Angela Merkel a beaucoup évolué. Oui. A-t-elle évolué par la force des choses? À l'égard de la Grèce, à l'égard de... Oui, non, mais il y a des... Ça bouge, ça bouge. Ça bouge parce qu'on se rend compte que la situation est tellement dramatique et qu'en réalité, on est tous sur le même bateau. Et qu'on n'a pas été à la hauteur de la situation. C'est évident qu'on est tous sur le même bateau. Avec, vous l'avez rappelé, des points de fixation, de crispation de plus en plus forts, notamment au cœur de Paris, et notamment autour du quartier de la Porte de la Chapelle. Florent Guéguen, je suppose que... Oui, nous avons beaucoup d'associations qui interviennent sur ce campement. Très clairement, à Paris, le problème, c'est le manque de places d'hébergement pour orienter les personnes. Je veux dire, donc le sujet, de certaine manière, il n'est pas très compliqué. Il faut, pour éviter la reconstitution de campements à Paris, il faut, en gros, pouvoir orienter 400 personnes vers des centres d'hébergement France entière. Mais c'est ce qui est de plus rare et de plus précieux. Donc c'est ça le flux, c'est 400 personnes par semaine qu'il faut orienter. C'est ce qui est de plus rare et de plus précieux, c'est ça? Oui, mais ça c'est une question de volonté politique. Encore une fois, l'État a su le faire et a su en 2 mois ouvrir près de 8000 places d'hébergement au moment où il a fallu fermer la jungle de Calais et nous avons soutenu, nous, l'évacuation de Calais parce que les conditions de vie étaient détestables et les personnes attendaient d'avoir un hébergement. Voilà, mais aujourd'hui, cette politique, elle est un peu à l'arrêt. On s'est rendu aux portes de la Chapelle pour voir ce qui s'y passe. En attendant, c'est ce qui se dit, qu'il y aura une évacuation prochaine, vous le confirmez? Très prochainement. Fin de cette semaine ou peut-être début de la semaine prochaine? Très prochainement. Décidé par le ministre de l'Intérieur. On voit tout ça avec Fabien Reckel. Ils seraient près de 1500 et leur nombre grossit chaque jour. Porte de la Chapelle à Paris, ils campent sur les trottoirs dans des conditions sanitaires très dures. À 150 mètres de là, le centre humanitaire géré par la ville de Paris est totalement saturé. Il ne peut accueillir que 400 personnes par jour. 12 000 personnes y ont déjà transité. Les autres se débrouillent dehors en espérant une prise en charge. On a des personnes qui n'ont même pas de chaussures, qui ne peuvent pas changer de sous-vêtements ou de vêtements pendant des semaines et des semaines. Alors forcément, on a des personnes aussi qui sont malades, donc des maladies de la rue. Outre le passé de ces gens qui est déjà hyper douloureux. 300 km plus au nord, Calais, autre point de fixation. Ils sont là entre 400 et 600 réfugiés à y tenter de rejoindre l'Angleterre et la situation humanitaire est critique. Condamné par le tribunal administratif de Lille à assurer une aide sanitaire aux migrants de Calais, l'État vient de faire appel de cette décision. Une ligne dure dans le droit fil de la position du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, insuffisante pour décourager l'afflux de nouveaux réfugiés en bordure de la Manche.
Alors Calais, porte de la Chapelle, il y a quelque chose qui interpelle puisqu'on parlait d'hypocrisie tout à l'heure, Jean-Sébastien Ferjou, on voit que les élus, la maire de Paris tire la sonnette d'alarme, enfin ils ne découvrent pas cette situation qui dure depuis des semaines, on en a parlé ici notamment, les plaintes des riverains, ça dure depuis un certain temps. Il fallait arriver vraiment à un moment où on voit que la tension est très vive pour se dire enfin on va réagir. Oui, mais c'est une espèce de patate chaude éternelle que chacun essaie de se renvoyer. Alors peut-être dans le cas de Mme Hidalgo, y a-t-il aussi une espèce de calcul politique, puisqu'elle demande aussi une loi en particulier. Et on voit bien qu'elle n'a pas été non plus le plus grand soutien d'Emmanuel Macron. Donc il y a aussi des calculs politiques qui se jouent sur ces situations-là. Mais on en revient toujours à au même constat. De toute façon, il n'y aura pas de solution idéale. Xavier Bertrand, lui, pense qu'il ne peut y avoir que de solutions avec un accord dans le cadre de la Grande-Bretagne. Oui, mais ça réglera le problème du Calaisis, ça réglera le problème de Calais, ça ne réglera pas le problème migratoire auquel est confrontée l'Europe. Regardez, vous avez tout à l'heure employé le mot d'immigrés, c'était intéressant parce que rien que la manière dont on nomme les choses, on s'est mis depuis plusieurs années à parler de migrants et plus d'immigrés, parce que les migrants, c'est presque comme si c'était devenu les oiseaux, mais on évacue le problème du fait qu'ils vont rester potentiellement et devoir s'intégrer, ou précisément mal s'intégrer. Et justement, on a dramatiser la situation qui était réelle. Évidemment qu'en Syrie, il y a une crise politique et humanitaire extrêmement grave. Mais le défi migratoire auquel fait face l'Europe, il n'est pas que de nature humanitaire. Ou alors parce que dans l'absolu, quelqu'un qui a une vie terrible dans son pays d'origine... Vous êtes en train de dire qu'il est idéologique quelque part et qu'il est, je ne vais pas dire civilisationnel, mais qui est cet enjeu-là. Mais il l'est, bien sûr, et c'est ce que Bill Gates constatait ce matin. Alors peut-être que comme Américain, il se sent plus libre de le dire, et en plus, Bill Gates, il a beaucoup œuvré, il est à la fois plus éloigné, mais on ne peut pas soupçonner Bill Gates dans l'égoïsme. Il a consacré une grande partie de sa fortune à essayer d'aider justement les pays en voie de développement pour éradiquer un certain nombre de maladies. Mais quand il dit « vous êtes menacé de dilution, l'Europe est menacée de dilution dans son existence même, dans son identité », ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un complot et que tout ça serait organisé pour aller dans le sens de la théorie du grand remplacement, mais on ne peut pas ignorer le défi démographique et politique que ça représente. Et il faut y répondre, et on ne peut pas y répondre que par des bons sentiments. La solution miracle n'existe certainement pas. Encore, il faut-il avoir une politique. On n'est pas à la recherche du miracle. On est à la recherche d'une politique européenne qui touche les différents aspects de ce problème. L'aspect humanitaire, l'aspect des politiques internationales, l'aspect de défense. Regardez, Mme Merkel a pris une décision. On vit dans une zone où il n'y a pas de frontières. Elle a pris une décision seule en disant j'accueille 1 million de migrants. Elle a fait exploser de toute façon l'Europe à ce moment-là. On ne peut pas prendre cette décision-là dans une zone où il n'y a pas de frontières sans se concerter avec les pays. Vous avez fait une démonstration du fait qu'il n'y a pas une politique commune sur la terre. Oui, mais sur d'autres matières, vous m'apprenez, madame, mais c'est vrai. Président du Parlement européen, et on a créé des politiques en matière financière, par exemple. On a créé une monnaie unique. Là, on a besoin d'une politique. Et nous n'avons pas une politique qui touche... Je fais un exemple qui est secondaire pour certains, mais qui pour moi est fondamental. Toutes ces personnes qui arrivent en Italie, elles posent leur demande d'asile pour des raisons politiques, elles sont persécutées, se disent persécutées. Bon, il y a des dizaines de milliers de personnes dans cet État, et qui restent des mois. Est-ce qu'ils ont le droit de bouger ou ils sont privés de leur liberté? Qu'est-ce qu'on fait? C'est la raison pour laquelle, chez nous, Emmanuel Macron, souhaite que les demandes puissent être traitées en 6 mois. C'est ambitieux, je vous l'accorde. Il faut au moins, donc Alberto Toscano demande une politique bien conscient, en effet. Vous pensez, Nicole Fontaine, qu'il y a une prise de conscience. Jean-Sébastien Ferjou a aussi compris une volonté argumentaire. Florent Guéguen, je vais terminer sur ce qui va arriver peut-être prochainement, c'est l'évacuation des campements du quartier de Porte de la Chapelle. Comment ça se passe au niveau de l'organisation? Est-ce que vous y êtes tout simplement aussi pour l'accompagnement? Nous y sommes avec les associations. Aujourd'hui, il y a environ 1500 personnes. Il y en aura peut-être un peu plus dans les jours à venir. Et nous essayons de faire en sorte que chacun ait une solution d'hébergement. C'est très difficile, parce qu'encore une fois, il n'y a pas suffisamment de place, France entière. Donc malheureusement, il y a des gens qui vont être accompagnés dans des gymnases, dans des hôtels, parfois dans des centres d'hébergement plus qualitatifs. Et voilà, nous cherchons des solutions partout. Néanmoins, nous pensons encore une fois que ce sujet n'est pas sans solution. Je rappelle quand même les chiffres. 85 000 demandeurs d'asile en France, quand l'Allemagne a pu en accueillir certaines années près d'1 million. Si
chacun s'y met. Si l'État assume cette politique d'accueil, si on répartit les centres sur le territoire, ça c'est très important parce que c'est ce que vous demanderez demain. L'une des difficultés, c'est que les personnes ne supportent pas la concentration sur les territoires, dans le Calaisis et parfois même dans certains quartiers de Paris. Mais si on fait ça, si on assume cette politique, si on répartit les centres, ce que demande effectivement la maire de Paris, on peut tout à fait régler le problème vous nous direz de ces demandeurs d'asile. Est assumé puisque vous rencontrez notamment demain avec plusieurs associations le ministre de l'Intérieur. Merci pour ce débat et vos analyses respectives. Merci à vous. La suite de votre émission, alors on va revenir vraiment à la politique et même à l'opposition. L'opposition de droite à droite plutôt de l'échiquier politique. Il y a bien sûr les Républicains et puis le Front National. Marine Le Pen avait promis d'être la première des opposantes, mais c'est Jean-Luc Mélenchon qui s'impose et s'oppose face à l'exécutif. Alors sur ce paysage, assure c'est le match des idées avec Olivier Babot et Jean Birenbaum. Rendez-vous le 24 septembre pour les élections sénatoriales. 75 000 grands électeurs sont appelés aux urnes pour renouveler 170 parlementaires dans 44 départements. 9 heures de direct depuis le Sénat et en région. Les résultats minute par minute. De nombreux invités et des experts. La rédaction se mobilise pour vous faire vivre cet événement majeur de l'automne. On se retrouve le 24 septembre sur Public Sénat. La passation de pouvoir, c'est un ensemble d'événements. Ça dure longtemps, puisqu'il y a tant de choses à régler. Accueilli par le président René Coty, il va recevoir les insignes de cette charge. Ce sont des rituels hérités de la monarchie, y compris... Alors, et de l'Empire. Un complet foncé, une cravate bleue. Quelle signification, Monsieur le Président, donnez-vous à votre marche à pied? La simplicité. La famille recomposée du président de la République est arrivée au grand complet. Chacun, à travers cette journée de passation de pouvoir, marque un peu, disons, son style. L'info dans le rétro, le rituel de la passation du pouvoir, demain à 23h sur Public Sénat. Et bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant. Nous sommes en direct, c'est votre émission. On va plus loin et on poursuit nos débats autour bien à présent du paysage politique et de sa décomposition ou bien recomposition. Et elle avait promis d'être la première des opposantes. Elle, c'est Marine Le Pen. Force est de constater que le pari est loin d'être gagné. Alors, quelle opposition pour le FN? Et plus largement, comment peut et va se structurer l'extrême droite? Et puis la droite, on va en parler avec nos invités ce soir. Jean Birenbaum, bonsoir. Bonsoir. Directeur du Monde des Livres. Avec nous également Olivier Babot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur et représentant de la Fondation Concorde. C'est vrai, Jean Birenbaum, quand on repense à Marine Le Pen, elle était qualifiée pour le second tour. Il y a un mois et demi, et un mois et demi plus tard, on ne distingue plus vraiment sa parole parmi l'opposition ou les oppositions. Comment expliquer aujourd'hui la situation du Front National et donc de Marine Le Pen? Je crois que c'est un peu toujours le même phénomène. Je me souviens très bien de l'élection de Nicolas Sarkozy, et au lendemain de cette élection, je crois, c'était pile à ce moment-là, mon journal, le journal Le Monde, avait fait un édito sous la plume de son directeur de l'époque, qui s'appelait, avec un jeu de mots, FN, fin. Et c'était l'idée que le FN, c'était fini. Vraiment, c'était fini, que Nicolas Sarkozy l'avait balayé, il l'avait siphonné. Et c'était une idée intéressante, qui était très bien défendue dans cet éditorial, évidemment. Mais quand même, on a vu que le Front National a toujours plus d'un tour dans son sac. Et là, à nouveau, on a tous tendance à voir le fait qu'il est en crise, qu'il y a des remises en question, qu'il y a des débats brutaux et des dissensions très fortes. En même temps, pour relativiser la chose, le FN était quand même au second tour de la présidentielle. Il a obtenu plus de 10 millions de voix. Beaucoup de gens ont voté pour Emmanuel Macron parce qu'il ne voulait pas du FN au pouvoir. Donc il a structuré largement le débat, comme l'avait dit d'ailleurs Marine Le Pen au soir du premier tour. Et donc en fait, le FN a toujours plus d'un tour dans son sac. Il a aussi cette force aujourd'hui, il ne faut pas l'enterrer trop vite une fois de plus. Il a aussi cette force aujourd'hui qu'il fait face, par exemple, à Emmanuel Macron, notamment à Emmanuel Macron, qui se réclame de la Startup Nation, qui dit tout le temps que voilà, qu'il y a une espèce d'imaginaire de la table rase et une forme de jeunisme. Or, le FN, lui, a cet avantage, qui parfois d'ailleurs n'est pas qu'un avantage, mais il vient de très loin. Il a la mémoire longue. Cette mémoire, souvent, le mine et l'handicap, mais souvent aussi, c'est une force. Donc, je pense, là encore, que comme à chaque lendemain d'élection, on a l'impression que le FN est en train d'exploser, qu'il est fini, qu'il va vers sa mort prochaine, etc. Moi, je pense que c'est pas du tout le cas. Donc prudence, malgré un débat d'entre-deux tours de la vie générale qui a été totalement raté, malgré aussi il est raté aux élections législatives avec ce groupe qu'elle n'a pas, les idées du Front National sont encore évidemment présentes. Je ne sais pas si elle a gardé le nombre, les millions de Français de son électorat qui a voté pour elle au premier tour, mais les idées sont bien là encore.
Je crois qu'une des choses qui a le plus affaibli le Front National, c'est probablement ce débat, mais au-delà de ça, ce que ce débat a trahi, c'est-à-dire une impréparation en réalité et une légèreté, du point de vue économique en tout cas. L'histoire de l'euro qui a dégénéré à la fin de la campagne sur on va avoir deux monnaies à la cubaine, vous savez, une monnaie pratique et puis une monnaie que vous ne verrez pas, qui va faire les échanges, qui a complètement perdu les Français, a montré simplement qu'il y avait donc de l'impréparation, du coup de l'invention sur le moment, de l'improvisation, et donc ce n'était pas sérieux. Et profondément aujourd'hui, la faiblesse du FN, c'est probablement qu'ils sont en panne d'idées. Et on voit bien que revenir sur l'euro aujourd'hui, ça les met dans une crise profonde, car l'euro était, on pourrait dire, le pilier de tout ce qu'ils proposaient après. Parce qu'ils laissaient tomber l'euro, ils pouvaient retrouver le franc. Parce qu'ils retrouvaient le franc, ils pouvaient refaire remarcher la planche à billets, reprendre possession de la monnaie, à partir de la monnaie, pouvoir financer l'économie, etc., etc. Toute leur rhétorique, toute la rhétorique économique reposait là-dessus. Leur second problème, évidemment, c'est qu'aujourd'hui, sur le positionnement du déni économique, comme j'ai envie de l'appeler, eh bien, il y a les insoumis. Les insoumis qui sont ceux aujourd'hui qui incarnent le mieux probablement l'opposition au système, avec on l'a vu pendant la campagne, deux programmes économiques qui étaient extrêmement proches, voire similaires sur certains points. Aujourd'hui, voilà, la case en quelque sorte est prise. Le FN va devoir probablement se réinventer, surtout, encore une fois, s'ils ont laissé tomber l'histoire de l'euro. Parlons-en de cette promesse, Jean Birnbaum, qui était avant vraiment la promesse phare. Il y a quelques années, il faut se souvenir des débats où elle structurait tous les débats, où il était très difficile de s'opposer à Marine Le Pen quand elle disait « il faut sortir, point ». Eh bien, elle est devenue boulée aujourd'hui. Et on va l'écouter, Marine Le Pen, elle en parlait ce matin sur Europe 1. Je pense que notre pays mérite d'être souverain parce qu'il s'est battu pour cela pendant des siècles, mérite de décider pour lui-même. Maintenant, je tiens compte effectivement de l'angoisse qui est celle de nos compatriotes face à ce qu'ils ont perçu comme étant une forme de sortie brutale, ce qui n'a en réalité jamais été dans notre projet, sortie brutale de l'euro. Donc nous allons essayer de concilier cette nécessité d'être libre chez nous, souverain chez nous, nous Français, et rassurer les Français sur cette question monétaire. Voilà, ça va être un petit peu certes peut-être la quadrature du cercle, mais je suis convaincu que nous allons y arriver. Quand Marine Le Pen dit que ça peut être la quadrature du cercle, on voit bien que ça va être très compliqué de concilier cette ligne souverainiste et puis l'inquiétude des électeurs quant à ce choix. Jean Birnbaum, là, presque un aveu. Oui, mais c'est la quadrature du cercle dans tous les domaines. D'ailleurs, un peu pour nous-mêmes dans ce débat. C'est-à-dire qu'effectivement, juste avant l'élection, si vous regardez l'évolution, notre évolution à tous, juste avant l'élection, tout le monde voyait le phénomène Le Pen, la peur de Le Pen, il y avait des éditos partout, des analyses partout sur voilà, ce qui structurait les conversations dans les bistrots, chez les enfants, partout. C'était quand même cette espèce de grande peur du Front National. Donc le Front National structurait les débats et parfois les consciences. Et puis maintenant, on fait comme si, bon, elle était complètement dans l'impasse. Mais c'est dans tous les domaines. Vous avez parlé de la France insoumise au moment du débat, puisque là c'est la question monétaire. Pour elle, c'est aussi la façon de défendre. Pour elle, c'est l'argument de comment être la porte-parole des dominés, des petits, des sans-grades, des gens qui souffrent des inégalités sociales, etc. On a vu qu'au moment du débat, le premier débat avec tous les candidats, on a vu le mal que lui a fait la sortie de Philippe Poutou, aussi la charge de Nathalie Arthaud, pas seulement donc de Jean-Luc Mélenchon, parce que ce sont des candidats qui l'ont renvoyé à son statut, Marine Le Pen, de dominante. Là, il y a un problème, mais qui à nouveau dit quelque chose qui fait symptôme, parce que je pense qu'effectivement le Front National et Marine Le Pen a du mal à se faire passer pour un parti de dominés, pour un parti de petits, de pauvres et de sans-grade, vu qu'elle est une héritière et que ça a été rappelé violemment lors de ce débat. Et en même temps, c'est intéressant parce que son statut de dominante presque financier dit quelque chose aussi de son statut de dominante dans nos consciences, dans nos imaginaires, parce que moi je ne crois pas une seule seconde que le Front National pourrait être aussi puissant et aussi fort qu'il a été dans cette élection présidentielle s'il ne rejoignait pas le désir de toute une partie des élites économiques, politiques et sociales de ce pays. Voilà. Tout à fait. Vous avez cité Jean-Luc Mélenchon, on va l'écouter parce que vous dites qui finalement est aux côtés de ceux qui s'inquiètent aussi de ce qui va venir, de ceux qui s'inquiètent notamment, Olivier Babot, de la loi travail. Eh bien celui qui se présente comme le premier opposant, qui revient à sa stratégie du bruit, de la fureur et du fracas, c'est Jean-Luc Mélenchon. Nous ne voulons pas être seulement votre opposition, nous nous présentons comme l'alternative au monde que vous représentez. Il faut qu'il y en ait une, car le sol se dérobera bientôt sous vos pieds. Je vous le dis, agir comme vous le faites,
c'est tirer un feu d'artifice dans une poudrière. On peut bavarder sur le fait qu'il a une cravate ou pas, la couleur de sa cravate, mais force est de constater qu'il va pouvoir peut-être épouser les angoisses, les inquiétudes réelles de certains par rapport à cette loi travail qui va arriver. J'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui, c'est lui qui... Et ça a été la révélation au moment de l'élection, quand même présidentielle, de la campagne. C'est par ses méthodes de tribun, par son côté un peu prophétique, qu'il arrive à accrocher. Je veux dire, voilà, on peut juger comme on veut, mais enfin, il accroche une partie du public. Et je crois que ces méthodes sont, d'un point de vue d'efficacité de la communication, parce que c'est quand même de ça dont il s'agit en politique à un moment donné, il est bien meilleur aujourd'hui que Marine Le Pen, qui quelque part se cherche, qui peut-être à une époque avait réussi à trouver, avait son style, et aujourd'hui quelque part elle a perdu cette efficacité d'adhésion qui est en grande partie du côté de la France insoumise. Mais comment se fait-il qu'elle est aussi perdue, pour reprendre le terme que vous employez, perdue, j'allais dire, où elle n'a pas occupé cette bataille sur le travail, cette bataille sociale? On ne l'entend pas sur ce sujet. Pourquoi ? Je crois qu'ils n'ont pas réussi à avoir un discours clair sur ce sujet. Ils ont pas. Alors certes, ils incarnent exactement comme la France insoumise, en fait, l'idéal d'une France qui va un peu nostalgique, une France où on vous dit qu'on va pouvoir revenir comme avant, que tout va pouvoir être possible, qu'on va pouvoir fermer des frontières, qu'on va pouvoir remettre des droits de douane, qu'on va pouvoir reprendre la monnaie jusqu'à il y a peu. Donc ils sont assez évidemment semblables à la France insoumise, mais la complexité, probablement, le fait de s'être perdu dans l'euro, et puis évidemment la musique particulière qui est entendue autour de l'immigration, fait que ce combat autour du droit du travail, aujourd'hui, il n'est absolument pas porté, en tout cas par le FN, qui en plus a des problèmes de réorganisation interne qui font qu'ils ont du mal à être présents sur la scène médiatique. L'organisation interne, ça va être le sujet des prochains jours. En même temps, là encore, bon, c'est bien parce que c'est un débat. Moi, je pense qu'à nouveau, là, il y a un effet d'optique. Bon, on verra bien, de toute façon, c'est un débat et puis c'est l'avenir qui tranchera. Mais à l'instant T, maintenant, effectivement, au lendemain du second tour et de la victoire d'Emmanuel Macron, on se dit l'opposition qui va s'imposer parce que la question sociale va faire un retour fort et violent avec notamment la question du Code du travail, on se dit ça va être Mélenchon et la France insoumise. Et d'ailleurs, quelque part, tant mieux, parce qu'il vient d'un mouvement ouvrier, d'une tradition qui se réclame de la République et non pas de la xénophobie, etc. Et en même temps, Jean-Luc Mélenchon, pour des raisons compliqué et complexe, quand même a tendance à rabattre la question sociale, lui aussi, sur la question nationale. Vous savez que Maurice Barrès, qui est donc un des grands fondateurs du nationalisme français, disait le nationalisme, et dont beaucoup de gens du Front National se sont réclamés, se réclament encore, disait le nationalisme, c'est résoudre chaque question par rapport à la France. Bien, Jean-Luc Mélenchon a aussi, lui, beaucoup tendance à résoudre chaque question par rapport à la France, et on verra bien sur ce terrain-là, y compris sur le terrain de la question sociale, qui l'emportera à nouveau de l'original et de la copie sur le long terme. On verra et l'avenir nous le dira, c'est un avenir de court terme. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à droite, ils ne vont pas ou ils ne devraient pas s'opposer à cette réforme de la loi travail. Et c'est peut-être là que le bas blesse, Olivier Babot. On a du mal à distinguer, à comprendre ce qui s'est passé d'ailleurs depuis le vote de confiance au Premier ministre et le nombre d'abstentions qui a surpris d'abord par son ampleur. Est-ce que l'abstention, c'est une opposition? Certains à droite, parmi les Républicains, nous expliquent que oui, mais aujourd'hui, quelle opposition incarne cette droite? Je crois que cette droite, et ces droites en effet, étaient dans l'expectative. Ils attendaient de voir dans quelle mesure la réforme allait être profonde, rapide. Et en effet, les réformes annoncées allaient plutôt dans le sens du programme de la droite. Je crois là, quand on a vu finalement un recul assez fort, déjà des propositions, un calendrier beaucoup bien déplacé par rapport à ce qui était prévu, que est en train de s'ouvrir à nouveau une réelle place pour la droite, et je pense qu'elle va essayer au moins, je ne sais pas si elle va y arriver, mais essayer justement de réoccuper cette place en expliquant qu'évidemment cette loi ne va pas assez loin, que ce sont des fausses réformes et qu'il ne fait pas les réformes nécessaires, essentielles, institutionnelles, sur la représentation syndicale par exemple. Donc finalement, peut-être pas en se gauchisant, mais disons qu'en réduisant son ampleur, En Marche ouvre à nouveau une place aux républicains au pluriel, c'est-à-dire aux différentes sensibilités, mais aussi, je ne crois pas du tout que le FN est mort, c'est pas du tout ce que j'ai dit, je dis qu'il est affaibli aujourd'hui, je pense qu'il peut parfaitement revenir très fortement, parce que la déception sera d'autant plus forte que l'espoir a été ça c'est le point essentiel, c'est la responsabilité finalement qui pèse sur les épaules de ce gouvernement, de cet exécutif d'Emmanuel Macron, parce que le FN sera d'autant plus fort, ce sera l'effet boomerang, si évidemment les promesses sont trahies, si elles ne sont pas tenues, si les résultats ne sont pas là. Donc peut-être pas rendez-vous dans 5 ans, mais rendez-vous rapidement.
c'est vraiment l'action qui va déterminer la suite finalement de l'opposition et des oppositions. Surtout qu'en fait, il y a deux écoles. Il y a ceux qui pensent tout le travail qui a été fait par Marine Le Pen et la rupture avec son père, rompre avec son père, c'est jamais quelque chose d'anodin. Donc il y a des gens qui pensent que tout ça c'est que du cinéma et que le FN n'a absolument pas changé. Moi je fais pas plutôt partie de ceux qui pensent qu'on peut pas rompre avec son père sans que ça ait une vraie signification. Là, la scène incroyable où Jean-Marie Le Pen s'est retrouvé aux portes, derrière les barreaux, sur les grilles comme ça, devant les grilles de cadenassé, où il pouvait pas rentrer dans le siège du parti. Je pense que tout ça a du poids et que justement vis-à-vis de la droite et des Républicains, ça pose un problème, y compris d'ailleurs du côté d'Emmanuel Macron, c'est qu'aujourd'hui, le Front National se réclame effectivement de la droite, finalement de la droite républicaine, que le Front National, l'extrême droite française, quand on dit le fascisme, c'est des gens qui ont toujours voulu abattre la République, abattre la démocratie, comme ils l'appelaient à l'époque, ou la République, la pendre. Enfin, aujourd'hui, ils siègent au sein de l'hémicycle. Hein. Voilà, et en plus, oui, ils siègent au sein de l'hémicycle, et ils disent même être les meilleurs garants de la République, de ses valeurs, de la laïcité, de l'égalité homme-femme, de la laïcité, etc. Ils n'arrêtent pas d'affirmer ces choses-là. Et les affirmer, à terme, ça ne peut pas ne pas changer leur programme. Donc de ce point de vue, effectivement, ils ont aussi un espace très fort. Et en même temps, je ne veux pas non plus avoir l'air de les dédiaboliser trop vite, parce que je voulais absolument citer cette phrase, et donc je vais vous la citer. Vous savez qu'on a beaucoup parlé ces jours-ci de l'hommage à Simone Veil, de son parcours, et de tout ce qu'elle a incarné et porté. Eh bien, j'ai retrouvé, en préparant l'émission, en regardant un peu quelques livres sur l'histoire du Front National, cette citation donc en 1989 d'un député européen du Front National, Claude Autant-Lara, qui déclarait dans une interview « Bon, alors, quand on me parle de génocide, je dis, en tout cas, ils ont raté la mère Veil ». Voilà. Donc ça, c'était le Front National en 1989. On a bien vu que récemment encore, à propos à nouveau de Simone Veil, il y a eu des choses extrêmement violentes et dures et ignobles qui ont été dites par certains membres du Front National. Donc c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a une fascination, il y a quelque chose de fascinant dans la position et l'histoire de ce parti qui est obsédé par l'origine des autres, qui ne parle que de l'origine des immigrés, etc. et qui est lui-même, malgré tous les efforts de sa présidente, en permanence rattrapé par son origine. Pour non pas échapper à cela, est-ce que vous croyez à cette hypothèse qui est parfois décrite, Olivier Babot, d'une droite tea party autour un jour de personnalités comme Laurent Wauquiez ou encore Marion Maréchal Le Pen si elle revenait du retrait qu'elle a décidé? C'est une des possibilités qui est évoquée. Je pense c'est possible, en effet. Mais à ce moment-là, j'ai du mal à croire qu'il n'y aurait pas une droite, on pourrait dire schismatique en quelque sorte, qui se recréerait un peu plus au centre. On voit bien aujourd'hui qu'avec ses reculs, encore une fois, Emmanuel Macron est en train probablement de perdre l'équilibre extraordinaire qu'il avait réussi à trouver avec son programme pendant la campagne. À sa gauche, il va perdre tous les gens pour qui il a fait une politique déjà trop à droite parce qu'il a réformé le code du travail ou fait semblant en tout cas. Et puis à sa droite, il est en train de perdre tous les gens, tous les investisseurs, les expatriés qui pensaient ça y est, il va tout de suite mettre en place toutes les mesures comme je sais pas, la taxe à 30% sur les capitaux. Et en fait, on voit bien que c'est reporté au calendrier grec et qui sont déçus. Et donc, il va se retrouver considérablement restreint. Encore une fois, ça ouvre un vrai espace. Donc c'est peut-être là le moment de vérité, Jean Birambeau. On a tellement débattu de la décomposition, recomposition. C'est maintenant peut-être qu'elle va se faire, cette recomposition politique aujourd'hui, en fonction de ce qui va être vraiment décidé au moment de l'action du gouvernement. En tout cas, c'est vrai que le moment est passionnant parce que tout est complètement ouvert, toutes les cartes sont rebattues. Et de ce point de vue, à nouveau, le FN a cette force de venir de très loin, d'avoir des cadres qui ont la mémoire longue, d'avoir toutes ces batailles internes, tous ces courants qui sont partis, qui reviennent, qui veulent reprendre le pouvoir, etc. etc. Donc lui-même, on va voir s'il va réussir à manger un peu la droite, à se tourner vers un avenir d'une droite nationale, un national-populisme comme il y en a d'autres en Europe, justement, sur des questions culturelles, identitaires, libérales ou autres, etc. Ou s'il va être en permanence rattrapé à nouveau par son origine et par sa pulsion de mort. À nouveau, moi, comme mon métier, c'est les livres, je vous ai apporté ce petit livre de Charles Maurras. Charles Maurras qui avait fait ce petit livre qui s'appelle La Bonne Mort. Eh bien, Maurras, le maurassisme est un des courants fondateurs du Front National et effectivement, le FN est hanté par cette pulsion de mort permanente. Qu'est-ce que cela donnera? Nous le verrons, c'est aussi le prochain... Cette pulsion suicidaire, je veux dire. Le défi, bien sûr, des prochains mois, déjà, évidemment, cette recomposition, décomposition. Merci pour ce débat et vos analyses. Merci à vous. La suite de votre émission, dans un instant, restez avec nous, c'est le grand entretien avec Lionel Zinsou. Mais d'abord, c'est le tour d'horizon de l'actualité du jour. Le gouvernement a promis d'en faire une priorité. Le ministre de la Transition écologique s'est donc exécuté en présentant son plan climat. Nicolas Hulot a détaillé 6 axes et 23 mesures avec un objectif, atteindre la neutralité carbone en 2050. Pour y parvenir, le gouvernement entend fermer toutes les centrales à charbon d'ici la fin du quinquennat
mais c'est surtout sur le plan des transports que l'accent est mis. Avec en mesure phare l'arrêt des ventes de voitures essence et diesel d'ici 2040. D'ici là, des mesures incitatives seront mises en place pour favoriser les véhicules les moins polluants. Environnement. Sur les annonces, effectivement, c'est bien d'avoir des objectifs ambitieux, comme de prévoir qu'il n'y aura plus de véhicules diesel ou essence à horizon 2040. Mais ensuite, il faut être en capacité d'atteindre ces objectifs. Sur ce sujet, par exemple, on sait très bien qu'il y a un problème aujourd'hui d'autonomie des véhicules électriques. Donc ça nécessite de faire des gros progrès en matière d'évolution des technologies, en matière industrielle. Ça nécessite aussi de prendre des mesures qui incitent les usagers à changer leurs habitudes. Donc au-delà des objectifs, après, il faut voir comment on met en place des mesures qui permettent d'atteindre ces objectifs. Terrorisme. 2 jours après le Sénat, l'Assemblée nationale a validé à une large majorité la prorogation de l'état d'urgence en vigueur depuis novembre 2015. Cette 6e et dernière prolongation sera ensuite remplacée par la transposition en droit commun de certaines de ces mesures. Un vote salué par le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Il est bon que nous ayons montré, même dans une certaine diversité, que nous étions unis pour affronter ce péril et que nous dirions toujours non au terrorisme et oui à l'unité de la nation. Économie. Instauré par Nicolas Sarkozy puis supprimé sous François Hollande, le jour de carence dans la fonction publique va revenir en vigueur dès 2018. Le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin l'a confirmé, respectant une promesse de campagne du président Macron. Les fonctionnaires en arrêt maladie auront donc une journée non payée, une mesure qui fera économiser 170 millions d'euros à l'État. Pas sûr en revanche qu'elle soit appréciée par les principaux intéressés, qui se sont déjà vus annoncer le gel du point d'indice et la suppression de 120 000 fonctionnaires durant le quinquennat. Économie. Il y aura en vérité un exercice de maîtrise des dépenses publiques. Il faut se fixer comme objectif qu'en 2018, les dépenses publiques seront stables. Il n'y aura pas plus de dépenses en 2018 qu'il n'y en a eu en 2017. Ça a l'air très simple de le formuler comme ça. En vérité, c'est un exercice de maîtrise des dépenses que la France n'a jamais réalisé. Jamais. La richesse nationale augmentera, et donc la part des dépenses dans la richesse nationale diminuera. Une question de règle de 3. Mais il faut se fixer comme objectif que les dépenses publiques n'augmentent pas et restent stables en 2018 par rapport à 2017. En France. Pouvez-vous nous garantir que les dotations de l'État seront maintenues pour les communes qui conservent une organisation du temps scolaire plus propice aux apprentissages et des activités périscolaires intégrées? Le fonds de soutien continuera à exister l'année prochaine pour ce qui concerne les communes qui sont à 4 jours et demi, ce qui prouve d'ailleurs que je n'incite personne à passer à 4 jours, mais que nous sommes d'un pragmatisme d'airain sur cette question. Merci. Mon invité ce soir a été Premier ministre du Bénin, il est normalien. Il y a eu plusieurs vies en tant que banquier d'affaires, plume de grands responsables politiques, essayiste. Il est aujourd'hui le tout nouveau président du think tank Terra Nova, également président de la Fondation Africa France. Plusieurs vies donc, mais toujours une même conviction sur la richesse des différentes cultures. Il est franco-béninois et toujours un même discours sur la force et l'avenir de l'Afrique. On est ravis de vous accueillir, Lionel Zinsou, bonsoir. Merci, bonsoir. Et bienvenue à vous. On va évoquer en détail évidemment votre nouveau défi à la tête de Terra Nova. Nous parlerons aussi des opportunités et des chances que présente le continent africain, quel lapsus. Mais d'abord, on en a parlé au début de cette émission, il y a les inquiétudes autour de l'afflux des migrants venant d'Afrique subsaharienne, d'Afrique du Nord, via la Libye. L'Europe encore et toujours dépassée. Quel est votre regard sur cette situation ? Je crois que c'est une inquiétude d'abord sur les conséquences des conflits et sur les conséquences du crime organisé que le trafic d'êtres humains. C'est-à-dire que bien avant d'être un mouvement économique qui tiendrait à un défaut de développement dans les pays africains et d'être une fuite par la misère, poussée par la misère vers l'Europe, c'est quand même les conséquences des conflits. Il y a moins de conflits en Afrique que dans le passé, mais il y en a encore en Érythrée, il y en a encore au Soudan, il y a encore des troubles au Congo, etc. Donc il y a de nombreuses situations qui font qu'on peut être désespéré de rester chez soi et préférer les risques d'un passage extrêmement dangereux
extrêmement cruel, au statu quo qui est terrible. Mais c'est assez peu une situation qui serait liée au sous-développement. C'est vraiment les conflits. Donc il faut la prévention des conflits. Ça, c'est très important. Et puis, c'est clairement un commerce, un trafic. C'est d'ailleurs c'est un peu la petite monnaie du terrorisme aussi. C'est une ressource du terrorisme. Et ça, c'est vraiment le trafic d'êtres humains. C'est pour ça que ça a des aspects absolument abominables dans la traversée du Sahara, dans le passage en mer. Et ça, c'est clairement une sorte de crime contre l'humanité. Donc, c'est vraiment ces deux luttes qui sont essentielles. On peut y ajouter qu'effectivement, plus il y aura de croissance en Afrique, moins il y aura cette peur en Europe. Je ne sais pas s'il y aura moins ou plus de mouvements, mais la peur en Europe que ça soit une situation très instable en Afrique. Et si vous voulez, aujourd'hui, il y a 2 à 3 fois plus de croissance en Afrique qu'en Europe, mais c'est vrai que la croissance démographique en consomme une grande partie. Et la croissance démographique ne va pas ralentir. Donc, si nous voulons dissiper les peurs des Européens, c'est vrai que faire un effort collectif de solidarité sur le développement, parce qu'il faut trouver de l'emploi aux jeunes, et parce que la croissance démographique à 3%, entre 2,5 et 3%, ne peut pas confisquer la richesse qui, elle, est entre, selon les années, 3 et 6%. Et donc, on a un sujet. Mais la croissance démographique est là pour rester, parce que ce n'est pas une question de planning familial. C'est une question d'espérance de vie qui s'allonge. Et donc, on va avoir des années de progrès sanitaire et éducatif. Et donc, il faut apaiser l'Europe en aidant, par la solidarité, à développer en effet l'Afrique. On parle souvent, et à raison, de la responsabilité de l'Europe quand on voit ce qui se passe en Méditerranée, mais on ne parle pas assez souvent de la responsabilité des pays africains qui voient aussi leur jeunesse partir, une partie mourir. Est-ce qu'il faut aussi qu'il y ait plus de prise de conscience, de responsabilité de la part des dirigeants africains, tout simplement ? Non, si vous voulez, les dirigeants sont parfaitement conscients et se sont réunis souvent et se sont réunis à La Valette il y a un peu plus d'1 an avec les Européens pour trouver des solutions. Et c'est central dans le G20 qui ouvre demain. Non, la prise de conscience des dirigeants, elle est très forte. Il y a des cas assez particuliers, assez rares, où pour les populations, le voyage est très important et où la migration n'est pas du tout un effet de la misère, mais une sorte de tradition. Et là, il y a un effort de pédagogie. Il y a tellement d'opportunités en Afrique, rester en Afrique. Mais la vérité obligeait de dire que les jeunes ne sont pas traités dans leur entrée sur le marché du travail dans les pays africains comme ils devraient l'être, même s'ils ont une très bonne formation. À la limite, meilleure est leur formation, et plus leur risque de chômage est élevé, moins leurs chances d'emploi sont élevées, parce qu'on est à un stade de la croissance africaine qui crée peu d'emplois. Si on en fait beaucoup d'infrastructures, on construit des centrales électriques, des choses qui sont très très nécessaires. Il y a le secteur informel en Afrique qui se modernise et qui et quand il sera plus modernisé, et quand il y aura un formidable vivier d'emploi, plus de transformation industrielle et encore plus de services modernes, alors effectivement, on aura un début de tension sur le marché de l'emploi qu'on n'a pas. Et à ce moment-là, vous savez, les Européens, les Chinois et autres sont de plus en plus nombreux en Afrique. Il y a maintenant 1,5 million de Chinois pour 250 000 Français sur le continent africain. Nous allons bientôt devenir une terre d'immigration, bientôt étant quand même probablement dans 20 ans. Pourquoi nous, en France, on a encore tant de mal, est-ce que c'est votre perception, à voir que l'Afrique est une formidable terre d'opportunités ? Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'on n'est pas un petit peu dépassé? Là, il y a quelques semaines, à votre place, je recevais Antoine Glaser qui a écrit un livre sur, non pas la France-Afrique, mais l'Africa-France, avec une France qui était un petit peu dépassée, reléguée. Il y avait les Chinois et puis d'autres, évidemment, pays qui se sont installés et qui sont présents en Afrique. C'est le cas? Non, la France n'est pas reléguée. Il se trouve qu'elle n'est pas plus reléguée d'Afrique que des autres marchés d'exportation. Si vous voulez, il est évident qu'il a fallu faire une place aux émergents. Donc l'ascension de l'économie chinoise, l'économie indienne, l'économie brésilienne, l'économie turque sont des choses qui ont fait régresser les parts de marché parce que le monde s'est rééquilibré. Donc on n'est pas expulsé quand on est français de l'économie africaine. Ça n'est pas vrai. Et par exemple, certains pays restent, le Maghreb par exemple, extrêmement liés à toute l'Europe et notamment à la France, mais c'est vrai, il a fallu faire leur place, et pour les Africains, c'est très important de faire cette place aux émergents, parce qu'ils ont besoin de la concurrence de ceux qui sont les plus efficaces, qui produisent le moins cher, parce que c'est un élément de leur pouvoir d'achat. Donc c'est vrai que le textile chinois, c'est du pouvoir d'achat africain, et puis ça a aussi été une concurrence pour leur
pour leurs produits. Ce sont d'excellents clients. Si aujourd'hui nous avons une crise en Afrique, c'est parce que la Chine consomme un petit peu moins de minerais, un petit peu moins de pétrole. C'est un client fondamental. Il faut diversifier ses clients, diversifier ses fournisseurs, diversifier les bailleurs d'aide publique, de financement, de capitaux. Donc, vu d'Afrique, ce n'est pas du tout une relégation européenne, mais c'est une ouverture à la concurrence. Et cette jeune génération de leaders que vous connaissez bien, africains, a eu l'intelligence justement de ce rééquilibrage. Vous présidez, je l'ai dit tout à l'heure, Lionel Zinsou, cette fondation Africa-France, avec cette génération de young leaders que vous encouragez, que vous soutenez. De quoi s'agit-il ? Alors pour cette semaine, pour la première fois, parce que ça n'existait pas, ça existe pour la Fondation franco-américaine, ça existe pour le Forum de Davos, mais il n'y avait pas ces cohortes de gens qui sont à la fois des Français, des Africains, parfois des Français en Afrique, parfois des Africains de la diaspora en France, qui sont une vingtaine sélectionnés sur 800 candidats, et qui sont un peu le symbole d'une génération. Ils ont déjà accompli certaines choses, ils ont plutôt 30 ans, et ils ont souvent de très bonnes formations, ils font des start-up, ils sont des chercheurs. Parfois, ils sont dans le secteur informel amélioré, en train de se moderniser. Parfois, ils sont dans des multinationales. Mais simplement, ils sont le symbole d'une génération qui n'est pas la mienne. C'est-à-dire, mon sujet à moi, comme président d'une fondation comme Africa-France, qui est une fondation d'entreprise, c'est comment on efface ma génération et on passe le relais à la nouvelle génération, comment on la montre. C'est vous qui leur apprenez comment vous effacez vous-même, en quelque sorte. Et ils ont rencontré des leaders, d'anciens young leaders aussi, en France, ou des jeunes, vraiment beaucoup d'horizons économiques, politiques, de création. Ils ont rencontré des écrivains autant que des financiers. Et ils les ont tous impressionnés, et ils sont tous revenus très impressionnés. Et je les quitte à l'instant, et l'une du Maroc me dit, mais c'est extraordinaire, parce que je ne reviens absolument pas au Maroc comme je suis parti. Ma vie a changé. C'est absolument extraordinaire. Cette génération, c'est la première qui, si on était aux États-Unis, on dirait They will make Africa great again. Et si on était en France, on dirait, tout dans la même langue, on dirait We will make this planet great again. Ils vont refaire, et c'est très très important pour la fierté de l'Afrique, un continent qui, dans de nombreuses niches de technologie, dans de nombreux usages sociaux, est première, elle est juste pionnière. Et ils étaient aujourd'hui chez des gens qui s'occupent de télécommunications, de mobile money, de monnaie numérique, de digital. Et c'est pas qu'ils donnaient pas de leçons, hein, pas du tout, mais bon, effectivement, au Kenya c'est beaucoup plus avancé, au Mali c'est beaucoup plus avancé. Et c'est très important, ce sentiment d'être les premiers. Et ça ne nie pas la misère, ça ne nie pas le chômage, bien sûr. Ça ne nie pas les difficultés. Mais si vous voulez, sur 1,1 milliard d'Africains, il y a maintenant 300 millions qui appartiennent à des classes moyennes, et il y a une classe moyenne jeune, très bien formée, très entreprenante, et c'est l'avant-garde. Et donc, il faut le dire, le redire. Oui, il faut le dire parce que... Quand même. Et vous savez qui c'est qui le croit, en fait? C'est très simple. Quand on prend les enquêtes d'opinion, tous les jeunes Français le croient, et ensuite ça décroît avec l'âge. Et encore, quand on a mon âge, quand on est sexagénaire, on ne croit pas du tout avec optimisme à l'Afrique. Quand on a 30 ans, on est très optimiste sur l'Afrique. Et donc, biologiquement, l'afro-optimisme va progresser en France. C'est parce que c'est des gens qui n'ont pas vécu les guerres de colonisation et de décolonisation. Ils n'ont pas vécu la torture en Algérie, ils n'ont pas vécu ce sentiment d'être les dominants. Donc, c'est important. Voilà. Et c'est là-dessus qu'on va fonder l'autre relation. Ils n'ont pas vécu tout cela, donc il faut parler différemment à ces jeunes générations. Je sais que vous avez de très bonnes relations avec le président Emmanuel Macron. Oui, c'est le cas. Quelle vision, selon vous, je vais vous expliquer. A-t-il des rapports avec l'Afrique? Et j'englobe le Maghreb. Il a eu cette phrase, jugée maladroite en tout cas, qui a provoqué beaucoup de remous en Algérie. Est-ce qu'il ne faut pas tourner la page, malgré ce qui s'est passé, etc., et ne pas avoir cet esprit toujours ou de repentance ou de retour en arrière? Est-ce que il y a une dissonance entre le président jeune et cette phrase qu'il avait prononcée pendant la campagne et sur laquelle il est revenu depuis? Si vous voulez, moi j'aurais utilisé peut-être un mot qui est un mot de la Révolution française dans les cahiers de doléances d'un petit village de France. Il faut abolir l'esclavage, c'est un crime de lèse-humanité. C'est la même chose, c'est pas tout à fait la même chose qu'un crime contre l'humanité, mais ça a été très entendu des afro-descendants, ça a été très entendu en Amérique latine, aux Caraïbes, ça a été très entendu en Afrique, ça a clivé en France. Domestique, hexagonale.
Je ne suis pas sûr que net, il n'ait pas eu raison de dire quelque chose de fort comme ça, parce que ça n'est pas une question de repentance du tout. Mais il faut regarder en face la mémoire. Et si on veut dépasser le passé et reconstruire des relations où il n'y ait pas de domination implicite, d'intériorisation du fait qu'on aura été dominé, qu'on le reste, eh bien, il faut aussi avoir la mémoire. C'était une question qui s'était posée, que François Hollande avait posée à la fin du quinquennat sur la mémoire de l'esclavage. Il faut dire les choses. C'est comme la Shoah. On a cette semaine honoré comme il fallait et célébré Madame Veil. Et il faut dire les choses. Il faut dire la mémoire. C'est très important. D'ailleurs, le président Macron a un conseiller technique, j'ai observé dans la hiérarchie de l'Élysée, qui est conseiller à la mémoire et au discours. Et c'est très important. Donc, vous y voyez un signe important, ça, d'avoir un conseiller à la mémoire et au discours. D'ailleurs, on retrouve cette patte, ces références historiques dans ces différents discours. Ça, c'est une réalité. C'est un fil conducteur. L'histoire longue, la reconnaissance du fait que l'histoire de la France est faite de différences, des différences beaucoup mieux assumées d'ailleurs que dans beaucoup d'autres pays, mais que d'abord il n'y a pas de repentance, mais d'autre part il faut effacer, ça c'est vrai, non pas la mémoire historique, mais tout sentiment d'arrogance chez les uns, de soumission chez les autres. Et ce qui est formidable dans la génération des jeunes leaders d'Afrique, c'est qu'ils sont complètement citoyens du monde, et autant ils ont une conscience très forte qu'ils sont dans la renaissance de l'Afrique. Un peu comme en Chine, si vous voulez. La Chine a l'impression d'une longue parenthèse où il n'était pas dominant. Et puis maintenant, c'est revenu. Et curieusement, ça va étonner les Européens. L'Afrique pense un peu ça. L'Afrique des empires, l'Afrique des royaumes assez sophistiqués, cette Afrique, elle renaît d'une certaine manière. Et cette jeune génération, elle est complètement dans cette histoire très ancienne, mais elle n'est pas dans le ressentiment sur ce qui se passait. Des vrais citoyens hier. du monde. Comme vous d'ailleurs, Lionel Zinsou. Est-ce qu'à ce titre, vous allez apporter ce souffle-là, cette richesse-là, cette diversité-là dans ce think tank que vous allez présider? Avant, il y avait François Chérec. Vous allez donc présider Terra Nova. Comment vous allez appréhender l'orientation de ce think tank? Est-ce qu'il faut l'ouvrir davantage? Parce qu'il y a beaucoup de débats franco-français. Oui, alors je crois que l'idée était un petit peu aussi qu'on regarde avec un tout petit peu d'intimité des sujets internationaux, de développement durable, des sujets géopolitiques. Et je crois que c'est très bien ainsi. Et même aussi qu'on regarde la France avec un tout petit peu de recul pour se demander si les sujets ne sont que franco-français. Vous voyez, on a eu un débat sur la flexi-sécurité, sur le code du travail. Il y a tellement de pays qui ont eu ce débat. C'est intéressant aussi d'être un peu systématiquement dans la comparaison international. Cela étant, si vous voulez, moi je ne suis que président de ce think tank. C'est déjà pas mal quand même. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est une fonction qui n'est pas une fonction exécutive. Il y a des gens qui animent, Thierry Pêche, qui Et vous allez donner l'impulsion. À plein temps anime, Marc-Olivier Padis, qui à plein temps anime, sont des vrais intellectuels. Et puis surtout, c'est un intellectuel collectif. Si D'ailleurs, vous vous inscrivez dans leur filiation politique, puisque Terra Nova, il y a longtemps, c'était le PS. Maintenant, qu'en reste-t-il? Pas beaucoup de choses, peut-être un progressisme, comment on dit publiquement, entre guillemets. Alors d'abord, c'est toujours défini comme la fondation des progressistes, c'est comme ça qu'elle s'appelle, et comme étant indépendante et ayant le droit d'avoir mauvais esprit ou ayant le droit d'anticiper. C'est vrai qu'on lui a reproché une note célèbre sur le peuple de gauche a changé. La base de la gauche politique doit être faite des nouvelles classes moyennes, y compris d'ailleurs issues de la diaspora, de la diversité, et les classes populaires sont allés vers les populismes, ce qui était un sujet majeur. On en a voulu probablement beaucoup à Terra Nova d'avoir raison trop tôt. Également, on a fait même bouger. accusé d'avoir fait que la gauche abandonne les classes populaires. Oui, alors du coup, de là, il n'y a pas loin à dire, et du coup, vous avez facilité l'ascension d'Emmanuel Macron. Et si vous regardez d'ailleurs des notes, enfin même un livre de Gilbert Sette et de M. Barthélémy sur le Code du travail, il y a, c'est vrai, des éléments qui ont été pensés il y a 2 ou 3 ans et décrits, parce que être un laboratoire d'idées, il se trouve que c'est Emmanuel Macron qui en a fait un thème fort, et aujourd'hui, la première vague de réformes, pas très loin de ce que M. Manuel Valls en aurait fait d'ailleurs, probablement, c'est un forum des progressistes. Et moi, ce que j'espère, parce que moi je ne crois pas du tout que les gauches soient irréconciliables. Pas du tout.
Ah non, non, je crois qu'elles ont Pourtant, quand on les voit... Oui, mais elles ont toujours eu cette division fondamentale entre ceux qui étaient pour la réforme, ceux qui étaient pour l'économie de marché, ceux qui étaient pour la collectivisation des moyens de production ou pour des changements plus révolutionnaires. Il se trouve qu'il y a eu des périodes historiques où elles pouvaient cohabiter. Il se trouve que François Mitterrand a fait cohabiter des gens qui voulaient nationaliser et qui ont nationalisé. Donc il faut le leader de la trempe de Mitterrand capable de les réconcilier. Il faut une incarnation. Quel défi. Il faut une incarnation et une capacité de réconcilier. Mais vous aviez des gens qui ne voulaient pas nationaliser et d'autres qui ont nationalisé. Toutes les banques, février 1982, toutes les grandes compagnies industrielles, et ils ont gouverné ensemble. Et c'est un ministre, Jacques Delors, qui est vraiment très très proche de ce qu'est Terra Nova en fait. Terra Nova, il y a une filiation qui est plutôt Delors, Rocard, Strauss-Kahn, ce qu'on appelait en se moquant un peu la deuxième gauche, enfin celle des progressistes. Et pourtant, Jacques Delors a exécuté le programme de nationalisation. Donc c'était conciliable à l'époque, et probablement on trouvera à un moment donné des moyens de coalition, des moyens de conciliation. Mais l'important, c'est pas tellement les combinaisons, si vous voulez. L'important, c'est est-ce qu'on génère des idées et des idées décalées et des idées parfois difficiles à mettre en œuvre, difficiles à accepter, mais qui font simplement bouger les lignes dans les esprits, ce qui est très très important si on veut le faire bouger dans les faits. Plus personnellement, Lionel Zinsou, j'ai rappelé tout à l'heure que vous avez été Premier ministre du Bénin, vous avez même été candidat dans votre propre pays, candidat à Malheureux, peut-être qu'il y aura une autre tentative. Non. Vous permettez de citer François Hollande, qui expliquait qu'il avait été un candidat très heureux. Vous savez, moi j'ai été un candidat très heureux à la présidentielle, c'est le résultat qui était malheureux. Mais moi, je ne sais pas, j'étais malheureux. C'est une telle chance, si vous voulez. Votre parcours, je vais remonter. Louis Legrand, Normal Sup, banquier d'affaires, ancienne plume de responsables politiques, notamment Laurent Fabius. Vous avez dirigé aussi le fameux fonds, les pays partenaires, etc. Est-ce que vous considérez que votre parcours est un exemple? Quand les Young Leaders dont vous m'avez parlé tout à l'heure, ils viennent vous voir, comment ils vous regardent? Ils disent voilà l'exemple? Oh non, non, pas du tout, non, non, pas du tout. Là, ça, il faut réserver ça aux hommages posthumes. Donc, non, non, pas du tout. Non, si vous voulez, les métis, ils ont une particularité qui est quand même un petit avantage algébrique, c'est qu'ils sont 100% dans les deux cultures, en réalité. Mais ça, c'est une force... Tout le monde leur conteste, n'est-ce pas? Donc, le thème de la campagne électorale, c'est « Mais puisque tu es blanc et français, pourquoi tu veux devenir président du Bénin? Rentre chez toi. » Et objectivement, ça m'est arrivé quand même très très souvent. Heureusement, là, pour Terra Nova, personne ne m'a dit « Mais puisque tu es noir, africain, béninois, rentre chez toi au lieu de t'occuper de Terra Nova. » Non, les métis ont cette chance, et c'est une fortune aussi, d'être dans les deux cultures et d'être 100% les deux. C'est toujours une force, la diversité des cultures. Merci Lionel Zinsou, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci. On arrive à la fin de cette émission, mais d'abord, comme d'habitude, ce sont les moments choisis sur Public Sénat. Dans le gouvernement s'est engagé avec beaucoup de détermination à dire ce que nous supprimerons, nous le compenserons intégralement. Et moi, j'ai le sentiment de connaître un peu le chef de l'État. Oui. Comment? Et que je peux dire que ce qu'il le dit, Laissez François Patriat dire que les collectivités locales n'ont pas fait l'effort. Nos dotations ont baissé de 11 milliards depuis 2014. Quand on regarde en proportion la baisse du 50 déficit... milliards l'État. L'État, 50 milliards. Mais non. L'État, 50 milliards. François Patriat, non. 50 milliards l'État. Non, le déficit du budget de l'État n'a pas été réduit de 50 milliards. Excusez-moi, c'est absolument faux depuis 2014. Hier, il faut qu'elles continuent, les collectivités, à participer à cet effort de redressement des finances publiques. J'aimerais que le président de la République nous explique ce qu'il a dit pendant sa campagne électorale. Allez-vous, ce gouvernement compte-t-il enfin entendre le Sénat? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Action et des Comptes publics, qui vous a entendu. Voilà. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, oui. Je savais que je serais populaire, Monsieur le Premier ministre, avec une telle facilité. Sur la réserve parlementaire, vous avez senti de grandes réticences ou est-ce qu'au contraire tout le monde est à peu près d'accord? Non. C'est le grand débat. Oui. Non, j'ai senti des réticences. Peut-être pas des résistances, mais des réticences. C'est-à-dire qu'on me fait valoir que cet argent-là sert à des dépenses d'intérêt public. Donc il nous faut trouver un système qui forcément consistera à supprimer, puisque c'est ce que nous souhaitons faire. Mais en même temps, à trouver une solution pour que les projets qui sont soutenus puissent continuer à l'être par d'autres dispositifs. Moi, je suis au Sénat, mais je préfère contenter 36 millions de Français
que 36 000 maires. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui doit être fait, c'est la baisse de la taxe d'habitation, la suppression de la taxe d'habitation. C'est l'impôt le plus injuste. Il vaut pas mieux je vis dans une commune pauvre, je paye une grosse taxe d'habitation. Je vis dans une commune riche. À Paris, il n'y a pas de taxe d'habitation ou très peu. Moi, c'est vrai qu'à la suite du livre de Davé et l'homme, j'étais plutôt partisan de ne pas monter au front tout de suite, d'attendre de voir comment les choses se passaient, etc. Et peut-être qu'on aurait dû monter au front plus vite. Voilà. Ça pourrait être un regret. Ouais, il y en a plein d'autres, mais je pense à celui-ci. Je pense qu'on aurait dû se battre davantage. Ouais, ouais. Et on arrive à la fin de cette émission. Merci encore de votre fidélité. Votre rendez-vous matinal demain, c'est Territoire d'info. Je vous souhaite une belle fin de soirée.